En novembre 2025, une décision venue d'Afrique de l'Ouest a soudain affolé les écrans des traders du cacao. Ibrahim Traoré impose alors, avec le Burkina Faso et ses voisins, un prix plancher fixé 20% au-dessus des niveaux habituels, brisant d'un coup la vieille habitude des contrats au rabais. Comment un président du Burkina Faso peut-il, en quelques signatures, forcer l'industrie mondiale du chocolat à payer enfin le vrai coût du cacao africain? Et si cette hausse en apparence modeste devenait le premier crash test de la souveraineté économique d'un continent trop longtemps sous-facturé? Le spectateur est prévenu dès le départ. Ce dossier ne parle pas seulement d'un ajustement de prix, mais d'un rapport de force qui bascule enfin en faveur des producteurs africains. La promesse du récit est simple mais ambitieuse. Comprendre comment une réforme du cacao, présentée comme une mesure technique de 10 à 12 mots à peine, garantir un revenu juste aux producteurs africains, devient en réalité un levier stratégique capable de redessiner les flux du commerce mondial. Pour mesurer ce qui est en jeu, il faut regarder au-delà du prix plancher. Stabilité des communautés rurales, montée en puissance des États africains, repositionnement des multinationales européennes et surtout apparition d'un précédent que les autres filières pourraient imiter. Un micro-hook s'ouvre ici. Si un simple seuil imposé au cacao peut bouleverser les marges des géants alimentaires, qu'arriverait-il si d'autres matières premières africaines étaient réévaluées selon la même logique ? Derrière chaque variation de prix se cache un test de pouvoir, et c'est précisément ce que cette enquête va suivre étape par étape. Deux faits surgissent dès l'ouverture. En novembre 2025, le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire imposent un prix plancher commun, et ce seuil représente précisément 20% de hausse par rapport au niveau précédent. Ces deux chiffres, modestes sur le papier, suffisent pourtant à décaler l'équilibre d'un marché mondial pesant des milliards et dominé depuis des décennies par les acheteurs européens et les multinationales du chocolat. Pour comprendre pourquoi cette hausse déclenche autant de tensions, il faut revenir au fonctionnement du secteur. Depuis plus de 70 ans, l'Afrique exporte son cacao brut à des valeurs très inférieures à la richesse qu'il génère une fois transformé. Les producteurs, eux, restent enfermés dans un revenu instable, vulnérable aux contrastes à terme, aux variations boursières et aux décisions des grands acheteurs. Les États africains ont longtemps négocié en ordre dispersé, ce qui permettait aux multinationales de profiter d'une concurrence interne entre pays voisins. L'entrée en scène d'Ibrahim Traoré change cette routine. En réunissant le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire autour d'un prix plancher unique, il introduit un élément inédit: l'uniformisation de la valeur minimale du cacao africain sur le marché mondial. Le mécanisme est simple. Aucun exportateur ne peut vendre en dessous du seuil commun, ce qui bloque les stratégies d'achat au rabais et redonne une marge de négociation aux producteurs. L'impact politique est immédiat. Les gouvernements africains parlent pour la première fois d'une seule voix dans un secteur stratégique. Les acheteurs européens doivent renégocier leurs contrats, parfois en urgence. Les analystes s'inquiètent. Si le cacao, un produit vital pour l'industrie agroalimentaire mondiale, quitte la logique du prix bas structurel, d'autres matières premières pourraient suivre. Et chaque matière première réévaluée remet en cause une partie du modèle commercial hérité de l'époque coloniale. Ce mini-reveal ferme la première curiosité ouverte au P1. Oui, une hausse de seulement 20% peut suffire à recomposer un marché entier parce qu'elle touche la racine même du rapport producteur-acheteur. Pour suivre ce basculement sans se perdre dans les slogans, il faut s'accrocher à ceux qui l'ont vécu de près, les producteurs et les négociateurs africains chargés d'appliquer le prix plancher sur le terrain. Le premier cas est celui d'un groupement de petits cultivateurs du sud du Burkina Faso, longtemps piégés par des contrats à marge minimale. Dès l'entrée en vigueur du nouveau seuil, ils constatent une évolution très concrète. Les intermédiaires cessent de proposer des achats en dessous du prix officiel et les coopératives locales récupèrent enfin une visibilité suffisante pour planifier la saison suivante. Pour ces communes rurales, la hausse n'est pas un miracle, mais une respiration. Elle stabilise un revenu qui jusqu'alors pouvait s'effondrer du jour au lendemain. Le deuxième cas vient d'une équipe de négociateurs du Ghana, chargée de discuter avec un acheteur
européens majeurs. Leurs témoignages montrent comment le dispositif modifie la dynamique habituelle. Auparavant, chaque pays négociait isolément, ce qui offrait aux multinationales un levier considérable. Avec le prix plancher commun, la discussion change de nature. Les acheteurs ne peuvent plus jouer sur la concurrence régionale, et les délégations africaines arrivent à la table avec une position plus solide, soutenue par un alignement inédit entre États voisins. Ces deux situations, différentes mais complémentaires, révèlent les premiers effets réels du mécanisme. Plus de prévisibilité pour les producteurs et moins d'espace pour les négociations déséquilibrées. En filigrane, une idée simple se dégage. Quand la valeur minimale du cacao cesse d'être dictée par l'extérieur, l'ensemble de la chaîne retrouve du poids, du terrain jusqu'au ministère. L'enchaînement qui mène à la rupture de novembre 2025 commence plusieurs mois plus tôt, bien avant que la hausse de 20% ne s'affiche sur les documents d'exportation. Le premier élément déclencheur est interne. Dans les réunions entre producteurs du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, la frustration monte face aux marges étroites imposées par les grands acheteurs. Les trois pays connaissent des récoltes correctes, mais les revenus stagnent. Les coopératives rurales alertent leur ministère. Continuer à vendre au prix habituel revient à subventionner les multinationales. Cette pression ascendante crée une fenêtre politique rare. Le deuxième mouvement se joue des capitales. Au Burkina Faso, les équipes économiques d'Ibrahim Traoré examinent les scénarios possibles. Hausse progressive, indexation ou choc direct sur le prix plancher. Les experts concluent qu'un ajustement lent serait absorbé sans impact par les acheteurs européens. Seule une hausse franche peut forcer une renégociation réelle. Les homologues ghanéens et ivoiriens arrivent à la même conclusion lors de leurs échanges bilatéraux. Pour la première fois depuis des décennies, 3 gouvernements décident d'avancer d'un même pas. Le troisième temps survient dans les coulisses diplomatiques. Les délégations africaines préviennent discrètement certains acteurs du marché sans dévoiler le pourcentage exact. Cette tactique vise à éviter une spéculation immédiate. Lors d'une réunion tenue à Accra, les ministres fixent la ligne rouge. Aucune exportation ne quittera la région en dessous du seuil décidé. Une fois cette position verrouillée, le pourcentage 20% est rendu public. C'est là que la mécanique bascule. Le choc atteint immédiatement les négociants européens. Habitués à acheter en profitant des écarts de position entre les trois pays, ils se retrouvent face à un bloc monolithique. Certains tentent une manœuvre classique, menacés de réduire les volumes ou de se tourner vers d'autres origines comme le Brésil ou la Malaisie. Mais les volumes africains restent incontournables pour l'industrie mondiale du chocolat, et les alternatives ne disposent ni des capacités ni de la constance nécessaire pour absorber un transfert rapide. La stratégie de pression échoue, et le quatrième mouvement apparaît alors sur le terrain. Les coopératives africaines, qui craignaient des représailles ou une suspension d'achat, constatent que les acheteurs reviennent malgré tout, cette fois en respectant le prix plancher. Les transactions reprennent. Les revenus montent légèrement, mais surtout, ils se stabilisent. Les producteurs peuvent enfin anticiper la prochaine saison, acheter des engrais, réparer leurs installations et éviter l'endettement cyclique des années précédentes. Pour les familles rurales, ce n'est pas encore la prospérité, mais c'est la fin du vertige permanent. Le cinquième moment se déroule dans les salles de conseil des multinationales. Face au prix plancher, elles recalculent leurs marges et revoient leur contrat de fourniture. Les premiers ajustements se traduisent par des hausses prévues de 5 à 8% sur les produits finis en Europe. Ce glissement, minime pour les consommateurs, rééquilibre pourtant une part de la chaîne entière, car il transfère enfin une fraction de valeur vers ceux qui produisent réellement le cacao. Le fil des événements montre une vérité simple. Lorsque 3 États africains se lient autour d'un même seuil, la négociation cesse d'être un tête-à-tête inégal et devient un rapport de force structuré. Et au centre de cette dynamique, l'initiative d'Ibrahim Traoré agit comme un pivot politique capable de changer la trajectoire du marché mondial. Le point de départ est clair. Avant novembre 2025, le prix moyen d'exportation du cacao africain tournait autour d'un niveau stable mais insuffisant, puis la décision conjointe du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire impose plus de 20% comme delta obligatoire. Cette variation, pourtant modérée sur le papier, agit comme un multiplicateur parce qu'elle verrouille les transactions en empêchant tout retour aux anciens prix.
ce qui transforme une simple hausse en changement structurel durable. Le premier indicateur concerne les revenus directs des producteurs. Dans les zones rurales du Burkina Faso, les coopératives observent une progression mesurée mais tangible. Avec un seuil supérieur de 20%, les familles gagnent assez pour financer de petites réparations agricoles, acheter des engrais ou maintenir les enfants à l'école pendant toute la saison. Ce chiffre ne crée pas une richesse spectaculaire, mais il stabilise un revenu auparavant soumis aux caprices des enchères internationales. La stabilisation compte autant que le gain. Elle protège les cultivateurs contre l'effondrement soudain des prix. Le deuxième indicateur touche les réactions du marché européen. Les analystes estiment que l'ajustement du prix du cacao entraîne une augmentation attendue de 5 à 8% du prix final du chocolat. Ce chiffre reste faible pour les consommateurs, mais il révèle l'élasticité réelle de l'industrie. Même avec cette hausse, la demande ne s'effondre pas. La plupart des produits chocolatés disposent déjà d'une marge suffisante pour absorber ce glissement sans bouleverser les habitudes d'achat. En clair, la chaîne de valeur peut supporter une revalorisation du cacao sans que le marché ne se contracte brutalement. Le troisième indicateur provient de l'économie régionale. Une étude citée par les autorités africaines montre que la mise en place du prix plancher génère un effet multiplicateur sur les secteurs liés: transport, stockage, transformation locale, services ruraux. Dans certaines zones du Burkina Faso, la création ou l'extension de petites unités de transformation permet de recruter plusieurs milliers de travailleurs. Ce chiffre n'est pas énorme à l'échelle continentale, mais il marque un tournant. Le cacao cesse d'être uniquement une matière première exportée et commence à devenir une base industrielle locale. Ces trois ensembles d'indicateurs convergent vers la même conclusion. Le prix plancher n'est pas une mesure symbolique, mais une structure qui solidifie l'économie domestique tout en redistribuant une fraction de pouvoir aux producteurs. La hausse de 20% sert d'ancrage, la variation finale chez les consommateurs, de 5 à 8%, montre les limites réelles du choc, et les emplois ruraux démontrent la première phase d'un potentiel glissement industriel. Ce dispositif quantitatif répond également à la deuxième curiosité ouverte précédemment: si le prix plancher est capable d'activer une transformation économique sans provoquer d'effondrement de la demande mondiale, alors le modèle peut être reproduit dans d'autres secteurs. Le débat n'est plus de savoir si les producteurs africains peuvent imposer un seuil, mais jusqu'où ce seuil peut s'étendre dans l'économie. Le premier argument critique avance que la hausse de 20% pourrait rendre le cacao africain moins compétitif face à d'autres origines comme le Brésil ou la Malaisie. Selon cette position, le marché mondial réagirait mécaniquement. Si les prix augmentent trop, les acheteurs se tourneraient vers des fournisseurs moins chers, affaiblissant ainsi la demande pour le cacao d'Afrique de l'Ouest. Les économistes occidentaux qui défendent cette thèse rappellent que la chaîne d'approvisionnement suit une logique de coût et qu'un produit devenu trop onéreux finit presque toujours par perdre des parts de marché. Le deuxième argument, plus structurel, met en garde contre les effets internes. Un prix plancher pourrait encourager une surproduction locale. Les critiques soulignent que si la demande mondiale ne croît pas au même rythme que l'offre, les excédents pourraient déstabiliser les marchés africains eux-mêmes. Dans ce scénario, le mécanisme censé protéger les producteurs risque de les fragiliser en alimentant des stocks coûteux ou en créant une dépendance artificielle à une valeur fixée administrativement. L'idée centrale est simple: une économie soutenue artificiellement finit par perdre en résilience. Pour répondre à ces deux thèses sans les caricaturer, il faut revenir aux faits présents dans la séquence récente. Premièrement, malgré la hausse de 20%, les acheteurs européens reviennent rapidement aux négociations, ce qui montre que les alternatives ne peuvent absorber ni les volumes, ni la constance du cacao ouest-africain. Les tentatives de pression initiale échouent, car la structure du marché mondial reste fortement dépendante du triptyque Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire. La baisse de demande massive, annoncée comme une menace, ne se matérialise pas. Deuxièmement, le risque de surproduction est réel, mais le terrain montre un autre phénomène: la stabilisation des revenus améliore d'abord la capacité des petites exploitations à maintenir leur niveau de production, non à l'augmenter démesurément. Les gains permettent de réparer les équipements, d'acheter des intrants essentiels ou de sécuriser l'année suivante.
Le prix plancher n'a pas encore créé un excès d'offres, il a surtout empêché un effondrement cyclique typique des années précédentes. Ces données indiquent que les deux critiques posent de vraies questions, mais qu'aucune ne reflète encore la réalité observable depuis l'instauration du prix plancher. Un tournant discret surgit ici. Au milieu de la montée des tensions, un détail passé presque inaperçu révèle pourtant l'ambition réelle d'Ibrahim Traoré et de ses alliés. Le prix plancher n'était pas seulement conçu pour revaloriser le cacao brut, mais aussi pour préparer la bascule vers une future transformation locale à grande échelle. Les premières discussions internes évoquent la possibilité de traiter une partie du cacao sur place, non pour remplacer les exportations, mais pour créer des produits finis capables d'entrer eux-mêmes sur le marché mondial. Cette perspective change la géométrie du rapport de force. Ce révélateur intervient alors que les acheteurs européens renégocient leurs contrats. Ils pensaient faire face à une hausse isolée. Ils découvrent que la hausse de 20% n'est que la première strate d'un modèle plus large, où les pays africains entendent capter une portion de la valeur ajoutée qu'ils ont longtemps perdue. La réaction européenne est immédiate. Prudence, calcul, inquiétude feutrée. Ce midpoint ferme la curiosité ouverte au début. Si le prix plancher a pu secouer le marché, la transformation locale pourrait, elle, le reconfigurer durablement. Les effets de la réforme portée par Ibrahim Traoré se lisent d'abord dans les villages producteurs, là où la chaîne du cacao commence réellement. Pour les familles rurales du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, le prix plancher change la structure quotidienne du revenu. La sauce de 20% ne transforme pas les villages en pôles prospères, mais elle stabilise ce qui manquait depuis des décennies. La capacité à prévoir la saison suivante. Dans de nombreuses zones rurales, les producteurs peuvent enfin acheter des engrais sans s'endetter, remettre en état leurs petites installations de séchage ou couvrir les frais de scolarité sur toute l'année. La vie ne devient pas aisée, mais elle cesse d'être une succession de paris incertains. Les acteurs économiques intermédiaires ressentent l'impact à une autre échelle. Les coopératives, longtemps contraintes de négocier au cas par cas, découvrent une nouvelle marge de manœuvre. Le prix plancher leur offre une base solide pour structurer des contrats plus longs, réduire la pression des acheteurs opportunistes et organiser des regroupements plus efficaces. Les transporteurs aussi bénéficient d'une meilleure visibilité. Les volumes circulant de manière plus régulière, les trajets deviennent moins dépendants des fluctuations brutales et les entreprises logistiques peuvent stabiliser leurs équipes. Les industries locales de transformation, encore modestes mais en croissance, trouvent dans la réforme une opportunité inattendue. Un cacao valorisé dès son exportation devient une matière première plus crédible pour investir dans la transformation locale. Certaines unités semi-industrielles commencent à broyer sur place une fraction de la production, créant des emplois techniques et administratifs dans des régions auparavant dépourvues de perspectives industrielles. Ce mouvement embryonnaire n'est pas encore une révolution, mais il amorce un glissement stratégique. Les pays producteurs envisagent enfin de capturer une part réelle de la valeur ajoutée. Du côté des marchés internationaux, les effets se révèlent plus contrastés. Les prévisions de hausse de 5 à 8% du prix du chocolat en Europe créent une tension modérée. Les distributeurs renégocient leurs marges, certaines entreprises tentent de retarder l'ajustement, d'autres, anticipant une évolution structurelle, réforment discrètement leur modèle d'approvisionnement. Pourtant, malgré les inquiétudes initiales, la demande ne s'effondre pas. Le chocolat reste un produit culturellement ancré et l'élasticité réelle joue en faveur des producteurs africains. Enfin, la réforme génère un effet politique régional. La coordination Burkina Faso, Ghana-Côte d'Ivoire, rarement observée avec une telle cohérence, renforce la crédibilité diplomatique de la région. Un précédent est posé, si 3 acteurs historiques du cacao peuvent imposer un prix minimum au marché mondial, cette logique pourrait inspirer d'autres filières agricoles ou extractives. En somme, les conséquences concrètes sont multiples. Stabilisation du revenu rural, consolidation des coopératives, émergence industrielle locale, ajustement contrôlé en Europe et surtout affirmation d'un pouvoir économique que l'Afrique n'avait encore jamais exercé avec autant de clarté. À 6 mois de l'instauration du prix plancher, 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune révélatrice d'un possible avenir pour le cacao africain et pour les économies qui en dépendent.
Ces scénarios ne tentent pas de prédire l'inévitable, ils servent plutôt de cadre opérationnel pour comprendre comment les gouvernements, les producteurs et les acheteurs pourraient réagir à mesure que les effets de la réforme se précisent. Le scénario de base repose sur la continuité des tendances observées au cours des premières semaines. Les exportations se stabilisent autour du nouveau seuil, les acheteurs européens ajustent progressivement leurs marges et les producteurs bénéficient d'un revenu plus prévisible. Dans ce contexte, la priorité des gouvernements est d'assurer la discipline interne, en évitant les ventes clandestines en dessous du prix minimum et en renforçant les capacités logistiques pour fluidifier les expéditions. L'objectif dominant est la consolidation, maintenir la cohésion entre pays producteurs tout en préservant la confiance des marchés internationaux. Le scénario optimiste s'appuie sur une dynamique de réorganisation régionale. Si les revenus agricoles continuent de se stabiliser, les États pourraient accélérer les investissements dans la transformation locale du cacao. De nouvelles unités semi-industrielles apparaissent, les coopératives se fédèrent autour de projets de qualité et de certification, et les acheteurs internationaux diversifient leurs contrats pour sécuriser leur accès au cacao africain. Dans cette version, l'effet de levier joue pleinement. Les pays producteurs augmentent leur capacité de négociation, tandis que les marchés mondiaux s'adaptent sans rupture majeure. La hausse progressive de la valeur ajoutée locale renforce la souveraineté économique régionale. Le scénario défavorable se produit si les tensions avec les acteurs internationaux s'aggravent. Face au prix plancher, certains transformateurs européens pourraient réduire temporairement leur volume, cherchant à tester la solidité de l'alliance entre producteurs. Dans ce cas, les pays africains seraient confrontés à une baisse ponctuelle des exportations, à une accumulation de stocks et à une pression politique accrue sur les gouvernements pour maintenir ou assouplir la mesure. Cette trajectoire exigerait une coordination étroite entre les États et une gestion rigoureuse des capacités de stockage afin d'éviter que la pression extérieure ne fracture l'accord initial. Ces trois scénarios montrent à quel point les 12 prochains mois seront déterminants. Le prix plancher a ouvert une nouvelle ère, mais sa durabilité dépendra de la cohésion régionale, de la discipline interne et de la capacité des pays producteurs à convertir une victoire politique en stratégie économique durable. Pour comprendre l'ampleur réelle du prix plancher imposé par les pays producteurs, il faut revenir à l'impact sur 3 cercles de publics directement concernés: les consommateurs, les communautés rurales africaines et les acteurs intermédiaires de la chaîne cacao-chocolat. Chacun vit le changement à une échelle différente, mais tous perçoivent une modification du rapport de force économique. Pour les consommateurs, la hausse anticipée de 5 à 8% sur les produits chocolatés reste modérée. Beaucoup découvrent que derrière une tablette peu coûteuse se cache une longue histoire de rémunération injuste, et certains choisissent désormais des marques valorisant une chaîne d'approvisionnement plus équitable. L'impact principal est donc moins budgétaire que culturel. La perception du chocolat change, et avec elle, la compréhension des inégalités mondiales. Au sein des communautés rurales africaines, l'effet est plus immédiat. Les familles productrices bénéficient d'un revenu plus stable, ce qui leur permet de planifier la scolarisation des enfants, d'acheter des intrants agricoles ou de réparer des infrastructures essentielles. Ce n'est pas un retournement spectaculaire, mais un recentrage vers une vie moins précaire. Le cacao, longtemps symbole de dépendance économique, redevient un levier de progression pour les acteurs intermédiaires, coopératives, transporteurs, transformateurs locaux. La nouvelle structure de prix crée un espace stratégique inédit. Les coopératives peuvent négocier avec plus de fermeté, les transporteurs sécurisent mieux leurs contrats, et les premières unités de transformation locale entrevoient des marges plus prévisibles. La chaîne de valeur, souvent fracturée, commence à se réorganiser autour d'un socle plus cohérent. À travers ces 3 prismes, une même idée se distingue. Le prix plancher n'est pas uniquement une mesure économique, mais un mouvement de reprise de contrôle qui touche autant les habitudes d'achat que les modèles de subsistance et les stratégies industrielles.
Pour transformer le prix plancher en un cadre durable, les pays producteurs doivent suivre une feuille de route précise articulée autour de 5 axes complémentaires. Chacun vise à consolider l'élan ouvert par Ibrahim Traoré et à convertir une victoire politique en système économique résilient. Le premier axe concerne la discipline interne. Les gouvernements doivent empêcher les ventes en dessous du seuil fixé, en renforçant les contrôles aux frontières, en certifiant les lots exportés et en harmonisant les sanctions. Sans cohérence interne, le prix plancher risque de se fissurer sous la pression extérieure. Le deuxième axe est l'investissement dans la transformation locale. Construire ou moderniser des unités de broyage et de pré-transformation permettrait de capter davantage de valeur ajoutée. Les États peuvent encourager cette dynamique par des allègements fiscaux, des zones industrielles dédiées ou des partenariats public-privé ciblés. Le troisième axe vise la montée en compétences des producteurs. Des formations sur les pratiques agricoles durables, la gestion des sols, la sélection des plants ou l'utilisation d'intrants adaptés garantissent une production stable et de meilleure qualité. Une productivité maîtrisée est essentielle pour éviter le risque de surproduction évoqué par certains critiques. Le quatrième axe repose sur la coopération régionale structurée. Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire doivent maintenir un front coordonné dans les négociations internationales. Cette alliance, initiée en partie sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, constitue le levier principal pour peser face aux acheteurs mondiaux. Enfin, le cinquième axe consiste à diversifier les débouchés. En multipliant les accords commerciaux avec l'Asie, l'Amérique latine ou le Moyen-Orient, les pays producteurs réduisent leur dépendance historique à l'Europe et sécurisent leurs revenus face aux pressions politiques ou tarifaires. Cette feuille de route n'est pas un luxe stratégique, c'est la condition indispensable pour que le prix plancher devienne un socle durable plutôt qu'une parenthèse fragile. Le fil conducteur revient naturellement vers ceux qui ont porté la réforme depuis le début. Les producteurs, qui dans les campagnes du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, ont enfin perçu les premiers signes d'une vie moins précaire. Leur quotidien, souvent marqué par l'incertitude et la dépendance, rejoint ainsi la vision esquissée plus tôt par les acteurs de terrain évoqués dans la partie P4. La décision d'instaurer un prix plancher n'a pas seulement modifié un chiffre sur un contrat, elle a déplacé la ligne invisible qui séparait jadis résignation et possibilité. Dans ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré demeure un repère. Son initiative n'a pas résolu toutes les fractures, mais elle a rappelé qu'une volonté politique peut redonner souffle à des secteurs entiers lorsqu'elle s'aligne avec les besoins réels des communautés rurales. La chaîne cacao-chocolat, longtemps construite sur des déséquilibres historiques, voit s'ouvrir un espace où les producteurs cessent d'être une variable d'ajustement. Le moment peut sembler fragile, mais il porte une vérité simple. La dignité n'est jamais négociable. Si cette réforme a pu changer la valeur d'une fève, peut-elle aussi redéfinir la place de ceux qui la cultivent depuis des générations ? Au terme de cette séquence, une conviction s'impose. Le prix plancher n'est pas seulement un instrument économique, mais un signal collectif envoyé à l'ensemble du marché mondial. Il rappelle que les producteurs africains, longtemps relégués au bas de la chaîne de valeur, peuvent désormais revendiquer une place cohérente dans les négociations internationales. Cette transformation, amorcée par le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ouvre une brèche où la souveraineté économique cesse d'être un slogan pour devenir un processus concret. Pour les consommateurs, l'enjeu n'est pas de choisir entre un chocolat plus cher ou moins cher, mais de comprendre ce que leur achat soutient réellement. Derrière chaque produit se trouve une chaîne humaine, parfois fragile, mais capable de se renforcer si chacun y contribue avec lucidité. Pour les acteurs économiques, l'heure est à l'ajustement. Les entreprises peuvent repenser leur modèle d'approvisionnement, diversifier leurs partenariats ou soutenir des initiatives qui valorisent mieux la production locale. Et pour vous, la question reste ouverte. Comment souhaitez-vous participer à cette nouvelle dynamique qui redéfinit pas à pas la justice économique globale ?